Et on ouvre le débat sur ce plateau avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir Philippe Rio. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes maire communiste de Grigny. Merci d'avoir accepté notre invitation. Arnaud de Belenet est également sur ce plateau. Bonjour, sénateur à La République En Marche de Seine-et-Marne. J'accueille également Bruno Béchiza. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le maire LR d'Aulnay-sous-Bois. Et puis Jean-Philippe Assensi nous a également rejoint. Vous êtes fondateur de l'Agence pour l'éducation par le sport, président de l'association Bleu Blanc Zèbre. Je voudrais vous en faire réagir, Arnaud de Belenet, à ce que disait la maire d'Aubervilliers. Est-ce que finalement il y a peu d'intérêt de la part de l'exécutif pour ces quartiers en raison justement de la forte abstention? Les gens ne votent pas, donc pas la peine de s'en occuper. C'est la perception qu'elle en a. Je crois que malheureusement elle est sincère dans ses propos. C'est l'exact inverse. La réalité, parce que c'est absolument essentiel. Et c'est pas le sénateur, c'est celui qui a été maire pendant une quinzaine d'années en grande banlieue qui s'exprime. C'est à la fois un ras-le-bol des élus locaux, parce que depuis une dizaine d'années, c'est un combat permanent. Il faut la niaque et il y a une appétence considérable avec cette dynamique nouvelle de l'élection présidentielle et du nouveau quinquennat. Il y a une envie, un besoin, et il y a une décompensation au lendemain de cette élection et de ces scrutins, et l'envie que les choses se concrétisent très vite. Et puis, il y a un enjeu qui est considérable. C'est qu'au moment où on a une dynamique nouvelle, au moment où la croissance revient, où elle est accompagnée par des mesures structurelles de transformation, il faut qu'évidemment cette croissance bénéficie à tous, à commencer par ceux qui n'ont pas eu la chance d'être formés, de bénéficier de l'éducation en lien avec le monde du travail, et que chacun, y compris dans ces banlieues, profite de la dynamique. Vient de jeter l'éponge. Non, mais personne ne jette l'éponge, au contraire. Stéphane Gatignon, je parle du maire de Sevran, qui avait soutenu Emmanuel Macron pendant la campagne. Le maire que j'ai été comprend Stéphane Gatignon. C'est épuisant. On s'use dans la fonction de maire. Mais ce n'est pas le moment de lâcher. C'est le moment, justement, où, à mon sens, tout redevient possible. Et c'est ce que le maire que j'ai été s'efforce d'accompagner au Sénat. Philippe Rio, est-ce que cette démission dont on parle de Stéphane Gatignon, ça peut être le déclencheur d'un grand mouvement de protestation en banlieue ? Plus que d'un mouvement de protestation, c'est le sentiment partagé de maires. Je parle, moi, de burn-out, d'épuisement. Et l'acte que notre collègue a fait, y compris les raisons pour lesquelles il l'a fait, parce qu'il le décrit très bien, fait qu'aujourd'hui, nous sommes plusieurs concrètement à nous poser la question, parce que nous ne voyons pas de sortie à cette phase-là dans laquelle nous sommes. Vous parliez de volontarisme, je veux bien. Voilà. On a besoin d'un peu plus de volontarisme, des choses pratiques, robustes, faciles, qui se mettent en œuvre. Pas d'un énième plan de banlieue, surtout pas de cela, mais des solutions. Dernier élément peut-être important, c'est qu'il faut que les téléspectateurs comprennent que le maire est la personnalité politique préférée des Français dans le monde politique. Nous sommes les premiers de tranchée de cette République, que l'on soit en territoire rural qu'en territoire urbain difficile. Et qu'aujourd'hui, la décision de Stéphane Gatignon, met l'accent sur la réalité. Est-ce que les maires sont une partie importante de cette République ou non ? Aujourd'hui, certains, comme Stéphane, se posent la question et passent à l'acte. Bruno Béchiza, votre sentiment, est-ce qu'il y a un réel problème aussi de confiance à rétablir entre l'exécutif et les banlieues aujourd'hui ? On a cru, et c'est pour ça que je suis républicain, j'ai à côté de moi un maire communiste, et on peut se comprendre pour une raison simple, c'est que là, c'est transpartisan. On n'est pas sur de la querelle politico-politicienne. On a cru, et le on est générique, sur le mot du président de la République de recrédibiliser la parole publique. Parce que c'est nous, les hussards, sur les marchés, dans les quartiers, porteurs de cette parole publique. La nôtre, quand on a des engagements électoraux locaux, mais aussi celle de l'État, quel que soit l'État, qui passe. Sauf qu'en ce moment, les JO pour la Seine-Saint-Denis, on redimensionne. Les transports, ma collègue d'Aubervilliers, on nous explique que les techniciens, il y a 10 ans, n'avaient pas vu qu'il faudrait 23 tunneliers. Ils doivent être très bêtes, les techniciens. Sauf que nous, on y a cru, les élus. Et on a expliqué à nos populations que leur territoire allait être désenclavé. L'ANRU, l'aménagement urbain, on a eu un ANRU 1, 20 000 habitants chez moi concernés. Pour l'ANRU 2, 20 000 autres habitants. Depuis 2012, on nous avait dit 5 milliards.
Le président Hollande est parti, il n'y a pas eu 1 milliard et 1 euro de dépensés concrètement dans le quartier. Le président Macron arrive, promet à Clichy-sous-Bois 5 milliards de plus. Je vais faire une campagne en 2020 municipale où les habitants de mon quartier en rue 2 n'auront pas vu le commencement de début de travaux. Tout est dépensé en études, en réunions. Donc oui, et à côté de ça, on nous enlève nos subventions pour continuer à faire notre boulot. À un moment donné, se pose effectivement la question de la crédibilité et on en a marre de s'en prendre plein la tête pour des décisions qu'on ne prend pas. Jean-Philippe Assensi, cette exaspération, vous la voyez également au niveau associatif. Il y a aussi un impact sur votre action ? Déjà, depuis maintenant 6 mois, vous savez, on vit ensemble avec les maires et les associations. On crée des réponses ensemble. On a alerté l'opinion publique, on a alerté le président de la République ensemble. Je crois que la démission de Stéphane, elle évoque une incapacité à répondre aux problèmes immenses. Aujourd'hui, si on prend le problème par exemple des jeunes, on a des problèmes immenses d'insertion. Vous savez, la chose la plus dure dans les quartiers, c'est d'aller repérer des jeunes et c'est de restaurer le lien de confiance. Madame le maire d'Aubervilliers le disait. Ces choses-là, c'est de l'ordre du miracle. C'est qui fait ça ? Ce sont les acteurs associatifs, ce sont les clubs sportifs, ce sont des structures d'animation, ce sont des héros. Et quand on voit aujourd'hui ce qui est en train de se tramer, il faut absolument qu'on se dise localement, chez Monsieur Rio, il a besoin de quoi ? Il a besoin qu'on s'occupe des jeunes directement. Et que tout ce qu'on est en train de construire sur le plan banlieue aujourd'hui, il va falloir trouver des choses innovantes. Et on arrive au bout d'un système, on arrive au bout d'un mode de fonctionnement qui ne marche plus. Et ça, il faut vraiment l'entendre. On a des institutions qui, depuis une bonne dizaine d'années, c'est pour ça qu'on ne parle pas forcément du gouvernement actuel, depuis une bonne dizaine d'années, qui ne marchent plus. Il faut proposer des solutions robustes, des solutions, les acteurs associatifs associés évidemment avec les élus locaux. On en a un paquet, mais aujourd'hui, on veut passer réellement dans la mise en œuvre. C'est pour ça qu'on attend avec impatience le rapport de Jean-Louis Borloo, avec lequel on a beaucoup travaillé. On peut évoquer, on a certaines solutions. Il faut aller vite maintenant. Il faut aller vite parce qu'on est au bord de la rupture. Et c'est vrai que le symbole Gatignon est très fort aujourd'hui. Les maires sont exaspérés, les maires sont épuisés. Et les acteurs associatifs, c'est la même chose. On est dans le même navire. Arnaud de Belenet. Oui, moi je partage pas la symbolique de la démission de Gatignon. Parce que je crois que quand on est un maire responsable, premier sur le front, on ne démissionne pas. C'est trop facile. On prend le taureau par les cornes et on fait le boulot. C'est facile à dire, monsieur. Mais je comprends. Et je comprends d'autant d'autant mieux. De la part du gouvernement, je comprends d'autant mieux que Stéphane le maire Gatignon. que j'ai été pendant près de 15 ans n'en pouvait plus de voir cet appareil d'État ne pas écouter, réduire toujours les budgets, prélever dans le budget des collectivités, parce que c'est ça la réalité, imposer des restructurations qui font que les élus s'usent en réunions non productives, en clecte, à compter les réverbères. C'est ça, des soirées à compter les réverbères et les quelques euros. On n'en pouvait plus. Ce temps-là est fini. Les dotations sont stabilisées, il n'y a plus de réforme imposée, il y a une déconcentration des services de l'État, des interlocuteurs qui est engagé, des interlocuteurs qui sont responsabilisés, des préfets qui sont responsabilisés à l'échelon régional, départemental, en face des élus locaux qui ont enfin des réponses, et ça va aller en s'accentuant, à leurs questions opérationnelles. C'est pas encore parfait, mais la dynamique est enclenchée. Donc je pense que c'est pas le moment de lâcher. Il y a un autre sujet qui est celui de la politique de la ville et qui est absolument essentiel, qui est essentiel à la cohésion de la nation. Parce qu'on ne peut pas abandonner ceux qui ne sont pas assez intégrés, ceux qui ne sont pas assez formés, ceux qui ne sont pas valorisables sur le marché du travail, puisque malheureusement, il faut utiliser ce type de mots, mais qui ont un potentiel inouï. Et ça, c'est la politique de la ville. Et oui, ce que Stéphane tout reste Gatignon à explique construire. dans son interview Et au la Monde, les jeunes ont cosmétique- besoin de vrais métiers, pas des petits boulots précaires. Et là, on est dans la dentelle, parce que c'est chaque maire, avec son tissu associatif, avec sa population, qui sait ce qui est adapté, et Bleu Blanc Zèbre est l'incarnation de cette action en dentelle. Chacun des acteurs locaux sait ce qui est adapté à son territoire, et c'est ça l'enjeu, c'est que le gouvernement, vite, arrive
à faire ce travail à l'échelon national de dentelle locale. Avec et cette ça ne promesse, peut se faire oui. qu'avec les élus mobilisés sur le front, ne lâchant rien et ne démissionnant pas. On sait qu'Emmanuel Macron avait promis une enveloppe de 10 milliards d'euros pour l'ANRU, et pour autant, eh bien, vous craignez finalement la mort à petit feu de cette agence pour la rénovation urbaine. Moi, je ne crois plus aux promesses, à ces grands plans qui nous donnent du rêve et qui, en fin de compte, causent plus de déception qu'autre chose. Je reprendrai les propos de notre collègue d'Aubervilliers, Myriam Derkaoui. Elle dit une chose, il faut faire l'ANRU, tu en as parlé, mais je crois que l'important, c'est le pacte éducatif que nous devons conclure durablement dans ce pays, se dire pendant 10 ans, réinterrogeons l'intervention de l'éducation nationale dans nos quartiers, parce que dans une ville comme Grigny, c'est 50% des élèves qui sortent du système scolaire sans diplôme. C'est pas la politique de la ville elle seule qui va résoudre cela, c'est bien une refondation de l'école, durablement. L'autre sujet déterminant, c'est la question des compétences et de la langue française. Dans les quartiers politiques de la ville, c'est 20% d'illettrisme et d'illettronisme. Si on n'a pas un plan, je pense notamment à ce qu'est en train de faire Thierry Lepan avec l'Agence de la langue française pour la cohésion sociale, si nous n'avons pas les choses faciles à mettre dans les territoires pour réussir ce grand plan de la langue française et augmenter les compétences de base pour ensuite, je n'emploierai pas votre mot, vous comprendrez pourquoi, de valorisation de nos talents dans l'entreprise. Mais en tout cas, pour que, effectivement, on remonte à niveau 20% d'illettrisme dans nos quartiers. C'est un plan national du vivre ensemble que nous devons faire. Bien évidemment, il y a l'ANRU, mais moi j'insiste beaucoup sur ces deux choses, le pacte éducatif national et la question de la langue française et de la montée des compétences de base. Qu'est-ce qu'il faut justement pour remédier à cette situation selon vous, Bruno Béchina ? Juste compléter, parce que je pense qu'on ne peut surtout pas ici dire j'ai la solution. On est tous d'accord, mais quand même, oui, on peut compléter les propositions. Mais l'ANRU n'est pas que la mesure technique. L'ANRU, c'est pas que la mesure urbaine. Non seulement l'ANRU 2, ce qui était intéressant, je l'avais salué, alors que c'était un gouvernement socialiste qui l'avançait, c'est qu'on parlait enfin de développement économique. Ça, c'était une avancée. Mais c'est surtout recrédibiliser, je le répète. En 2014, j'ai fait une campagne dans un quartier en disant ici, parce que ça a été le président de la République de l'époque l'a dit, vous aurez une enveloppe en rue 2 et on va refaire l'école, on va recréer quelque chose ensemble. Je vais refaire une campagne en 2020, sauf si je démissionne d'ici là. Et cette campagne, j'irai dans ce même quartier dire que des millions d'euros ont été dépensés, mais qu'il y a zéro effet dans le quartier, parce que finalement, c'est une administration qui s'est accaparée l'argent. Il y a un problème de crédibilité de la parole publique, vous le ressentez aussi, Jean-Philippe Assensi ? Il y a un problème, effectivement, d'une incapacité à provoquer des changements. On a beaucoup réfléchi, on a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur le tutorat, sur le mentoring, sur le coaching. Je crois qu'on a besoin de proposer d'autres solutions aux jeunes, d'identifier des parcours nouveaux. On a des grands leaders associatifs qui font un travail incroyable. NQT, Mosaïque RH, les Cordées de la Réussite, la FEV, qui touchent des milliers de jeunes. Donnons la possibilité à ces acteurs-là de créer des parcours. Nous, hier, ici au Sénat, on a lancé les coachs d'insertion des jeunes. C'est quoi ? C'est la possibilité à des éducateurs sportifs de créer des parcours, d'aller chercher des jeunes. Il faut aller chercher des jeunes un par un. On a 20% des jeunes qui décrochent depuis plus de 25 ans. C'est des milliers de jeunes sans diplôme et sans emploi dans ces quartiers. Il faut aller les chercher un par un. Il faut de l'ambition, mais il faut des moyens. Un jeune qui est inséré à la mission locale, ça coûte environ 4 000 €. Eh bien, ces milliers de jeunes, il faut des moyens importants. Il faut financer jeune par jeune des parcours innovants. Il faut une autre promesse. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse, c'est vraiment le gâchis de la République. Ils sont sur le toit du monde, dans le sport, dans la culture. Pourquoi ils ne le seraient pas dans l'entreprise? Donnons un signe, donnons un nouvel espoir pour cette jeunesse avec des choses qui sont beaucoup plus simples et faisons ce qu'on n'a jamais tenté. Et je pense que ces parcours sont une idée nouvelle qui peut toucher des centaines et des centaines de jeunes dans les villes de nos élus. Arnaud de Belenet, beaucoup d'élus et d'associations disent finalement le rapport de Jean-Louis Borloo, c'est un peu notre dernier espoir. Il y avait cette promesse, je le rappelais, d'une enveloppe multipliée par 2 pour l'ANRU. C'est ce que va annoncer Jean-Louis Borloo, selon vous ?
Honnêtement, j'en sais rien. Jean-Louis a une personnalité qui fait qu'il est difficile de le rendre prévisible. Mais au-delà de ça, il y a un sujet d'argent et de moyens, évidemment. Et par les temps qui courent, c'est compliqué, mais ce sujet-là mérite une mobilisation financière. Mais au-delà de ça, il y a un sujet de confiance, de libération des énergies locales en partenariat avec l'État. Dans le cadre d'un travail et d'une relation cofondée. Et il faut un petit peu de temps. C'est ce travail-là de refondation, de partenariat nouveau qui est engagé. Il suppose une confiance mutuelle. J'ai conscience que les liens de confiance demandent un petit peu de temps à se tisser, mais ce travail de dentelle, de libération des énergies, de partenariat demande un petit peu de temps. Donc je comprends l'impatience. L'élu que j'ai été comprend l'impatience des territoires, mais il faut avoir conscience que oui, il faut des moyens, mais il faut aussi un petit peu de temps dans une relation de confiance à bâtir qui suppose que les territoires tiennent bon, soient pleinement mobilisés et qu'en face, il y ait effectivement un gouvernement qui accompagne et qui soit pleinement mobilisé. Peut-être que les signes de la mobilisation n'ont pas été assez forts ces dernières semaines. Ouais, Philippe Rio, je vous vois effectivement acquiescer. Oui, c'est pas le sentiment que nous avons. Vous le savez, nous avons engagé le Tour de France après l'appel de Grigny. Nous avons été à Roubaix, nous avons été à Mulhouse ensemble, nous avons été à Sevran. On va aller à Paris courant avril, ensuite à Allône près du Mans et à la Seine-sur-Mer. Je suis pas tout seul à dire qu'on a un sentiment d'incompréhension, de mépris, voire d'humiliation par moment. C'est la raison pour laquelle la colère, elle est réelle et il faut que tout le monde comprenne qu'elle est transpartisane. Les territoires sont matures. Je crois que c'est la nouvelle donne. L'autre nouveau sujet, c'est la crainte que l'on peut avoir lorsqu'on nous annonce un ANRU des compétences, qui s'appelle le programme d'investissement sur les compétences, où, rendez-vous compte, on nous dit, et c'est plutôt bien, 15 milliards d'euros vont être injectés pendant 5 ans en direction de 1 million des jeunes invisibles, les sans emploi, sans formation, qui sont dans nos quartiers majoritairement, un peu sur les territoires ruraux, mais principalement dans nos quartiers, et 1 million des personnes les plus éloignées de l'emploi. Cette masse d'argent, 15 milliards d'euros, la question c'est comment elle atterrit sur notre territoire et comment les solutions que nous portons avec les acteurs locaux. Et c'est ça la nouvelle donne. C'est pour ça que je ne veux pas entendre parler d'un plan. C'est que nous sommes matures, y compris sur nos territoires, pour faire en sorte qu'on puisse se rencontrer entre ce qui marche réellement, qui demande à être démultiplié intelligemment, et ce qui tombe d'en haut. L'enjeu, il est simplement là. Je terminerai. Soit on fait avec le PIC, l'ANRU 1, c'est-à-dire des choses qui fonctionnent, soit on est dans l'ANRU 2, où on fait des études pendant 6 mois et rien ne se passe. C'est ce qui est en train de se dessiner. Ouais. Bruno Béchiza, vous faites confiance au gouvernement justement pour doubler les crédits de l'ANRU ? Moi, je suis désolé. Et c'est pour ça que j'ai bien dit que je ne veux pas faire de la politique partisane. On m'a expliqué il y a 3 mois que ce qui était valable depuis 2007 pour désenclaver mes territoires avec la ligne 16 et la 2017, de nouveaux ingénieurs avaient réfléchi et c'était plus bon. Sauf que, je le répète, on a vendu, nous, élus locaux, dans ces quartiers où rien n'arrivait, que demain, il y aurait le métro et qu'on irait donner à la Défense en 20 minutes et que ça ferait de l'emploi, ça ferait du développement, ça ferait de la culture aussi. On y a cru. Vous voyez, c'est systématiquement le maire, il porte des idées qui ne sont pas les siennes en disant « ça va être mieux pour vous, même si ce n'est pas mon idée ». On a la même chose pour l'ANRU. On a la même chose sur les JO. On voit bien que ça se configure. On a fait des grandes promesses. La Seine-Saint-Denis est merveilleuse. Et là, on commence à m'expliquer sur mon territoire. Alors, vous avez donné 26 millions, mais on va peut-être redessiner ça. Ouais. Ça n'est plus possible. Donc, ce n'est pas une histoire de faire confiance ou non au gouvernement. C'est faire confiance ou non à l'État, qui, pour certaines fois, dans sa complexité, dans sa lenteur, pour d'autres, dans un machiavélisme politique partisan, fait que systématiquement, ces grands chantiers échouent. Et à la fin, un jour, les gens ne nous écouteront plus. Et là, ce sera effectivement grave. Sur les conséquences, pardon, je donne la parole à Arnaud Debanné, Jean-Philippe Assincy, comment vous sentez aujourd'hui effectivement les banlieues françaises ? Il y a aussi cette impatience qu'on voit chez les élus, elle est là aussi chez les habitants, chez les jeunes ? Bien sûr, vous savez, depuis 6 mois, on travaille très très durement avec l'ensemble des acteurs, élus, associations, institutions. On a joué le jeu de la démarche participative. Je crois qu'il faut recréer une épopée. On n'a qu'une envie, acteurs associatifs, c'est notre boulot de s'occuper des gens. On n'a qu'une envie, c'est
d'aller chez vous, élus locaux, et de travailler. Il faut recréer une ambiance forte, avec des nouvelles choses, avec un nouvel espoir. Il faut redonner confiance. Je parlais de ce lien de confiance avec les habitants. Souvenons-nous quand même que dans ces territoires, vous avez des territoires où vous avez plus de 50% de jeunes au chômage. C'est plus possible. C'est plus possible. Et ces jeunes qui sont au chômage, ça nous concerne, ça me concerne, ça les concerne à tous. Recréons une ambiance. Et c'est vrai que la chance qu'on a aujourd'hui d'avoir travaillé avec Borloo, qui a à la fois une expertise sur le sujet et a su nous donner quelques clés. On est prêt, on est là, on a envie d'en découdre, on a envie de s'occuper des gens. Donc on est vraiment très impatient maintenant de pouvoir mettre en pratique tous les programmes que l'on a. Je terminerai en disant l'entreprise. L'entreprise, il faut absolument recréer des passerelles entre les jeunes et l'entreprise. L'entreprise, moi je prends un exemple concret parce qu'on a une action avec les banques. Les banques recrutaient il y a plus de 3 ans à Bac+2. On leur a proposé un deal sur des jeunes sans diplôme et au chômage. 80% de réussite. On a plus de 150 jeunes qui sont rentrés au Crédit Agricole, au Crédit Lyonnais, sans diplôme, dans les quartiers les plus durs de France, sur des métiers compliqués. Il faut lancer un appel à toutes les entreprises. C'est possible pour demain recruter des nouveaux talents dans l'ensemble des entreprises françaises. Arnaud de Belenet, je reprends les propos de Stéphane Gatignon qui explique que son but a toujours été de péter le ghetto. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, Arnaud de Belenet. Mais pour que le ghetto n'explose pas dans quelques années, nous avons le devoir de réussir. Et nous avons le devoir de réussir, pas seulement sur ce sujet de la politique de la ville et de nos banlieues. Nous avons le devoir de réussir le défi de l'insoutenabilité de la dépense publique, ce qui est une contrainte supplémentaire, de relibérer les énergies. C'est un défi national. Nous avons le devoir de réussir la prise en compte et l'adaptation de notre système d'éducation et de notre système économique, mais aussi de la vie de nos collectivités face à la réalité du monde dans lequel nous vivons, que ces mutations internationales, notamment économiques, nous y soyons prêts. C'est ce travail de transformation que nous avons le devoir de réussir. Et dans ce cadre-là, pour renouer la confiance qui est nécessaire entre l'ensemble des acteurs, parce que nous avons besoin de tout le monde. Le pays a besoin de tout le monde sur cette séquence de la vie de notre pays. Il faut le lien de confiance. Et je préfère, pour reprendre l'exemple du Grand Paris Express, je préfère un gouvernement qui nous dit « Nous avons un problème de financement, nous avons un problème de faisabilité technique. Voilà le calendrier qu'il est possible de réaliser. On se dit franchement les choses et ça nous oblige à décaler de quelques années certains projets, mais nous réalisons tout. Je préfère ce type de discours que le discours dont on a trop souvent pâti dans nos territoires, qui est « vous inquiétez pas, vous aurez, on vous donnera, ne cherchez pas à savoir quand et comment, vous aurez en temps et en heure et finalement rien ne vient ». Je préfère ce discours de vérité parce que la vérité et la sincérité du discours de l'État impliquent sa crédibilité et induit cette relation de confiance qui est nécessaire à l'action collective. Rapidement, Philippe Rio. Les déclarations d'amour, c'est super. Simplement, au bout d'un moment, il y a un passage à l'acte. Quand cet été, il y a une triple peine qui s'abat sur les quartiers populaires où des associations ferment parce qu'il y a suppression des contrats aidés, lorsqu'il y a 10% de moins sur une enveloppe politique de la ville qui fait 460 millions dans le budget de l'État, 0,42% du budget de l'État, c'est pas grand-chose. Quand on baisse l'APL et que d'un autre côté, et en même temps, il y a une baisse de l'ISF de 3 milliards d'euros, ça interroge. Et il ne peut y avoir qu'objectivement une perte de confiance. Quand vous mettez en parallèle ces deux choses-là, et les habitants des quartiers populaires et les acteurs associatifs et les fonctionnaires qui y travaillent, parce qu'il y a aussi des fonctionnaires qui y travaillent dans la proximité, monsieur, il y a rupture de confiance. Donc j'entends l'appel, je participe d'ailleurs extrêmement activement à la co-construction de cette feuille de route. Simplement, disons-nous les choses tranquillement. Prochain rendez-vous dans 15 jours avec la remise des propositions de Jean-Louis Borloo. Merci messieurs, merci à tous les quatre d'être venus en débattre sur ce plateau.